Tous ces régimes du passé correspondaient aux divers stades évolutifs du moment, à la réalité et aux besoins historiques de civilisations différenciées, dont les fonctionnements, les repères et croyances, ainsi que les technologies, n'étaient pas à conséquence planétaire. Cet âge civilisationnel, qui commence vers la fin du néolithique, se termine vers le début du numérique, c'est-à-dire dans les années 1950, a connu un patchwork de gouvernements variés, dont l'axe commun était la prise en considération de la gestion de la valeur de la rareté, additionnée à celle du temps de poste de travail humain. Une nouvelle ère émerge, basée sur une possible abondance et un possible remplacement de la pénibilité du poste de travail par la machine. Alors que faire, que proposer comme système de vivre ensemble adapté à ce nouveau stade émergent? Un nouveau savoir, mais surtout une nouvelle technologie aux répercussions mondiales, nouvelles responsabilités à considérer à un niveau mondial. Donc la démocratie participative demande non seulement du temps, une instruction, des connaissances, un pragmatisme, mais également des formations d'analyse, de synthèse, de concision, et tant d'autres qualités qu'elle n'est, à mon humble avis, qu'une douce pensée illusoire en ce qui concerne les problèmes de fond, alors que l'état des ressources ainsi que la qualité de salubrité des conditions de notre survie hurlent actuellement à notre porte. Seule une analyse rationnelle, résultante de données les plus exhaustives possibles, où un maximum de variables seraient incorporées, pourrait être efficiente. Suite à ce processus, la solution ne serait plus un avis trouvé et donné, mais une démarche raisonnée qui aurait pour conclusion qu'une ou des solutions s'imposeraient d'elles-mêmes. Ensuite, aux citoyens de choisir quelle ou quelle solution adopter et appliquer et quelle forme lui donner. Je viens de démontrer que la démocratie représentative, tout comme la démocratie participative, ne sont soit pas adaptées à une égalité des individus, pour la première, soit insuffisantes et ingérables, seules, pour la seconde. De plus, à ce stade de la réflexion, n'oublions pas que la réelle et première gouvernance n'est pas celle du choix d'une démocratie, mais celle des ressources de la planète qui nous héberge, et de ce point de vue, il y a vraiment urgence. Les 6 paramètres du rapport Meadows, plus connu sous le nom de rapport de Rome, les 6 sont dans le rouge. Seuil des ressources, seuil de pollution, seuil de démographie, seuil de production par tête en produits alimentaires, en produits industriels et en services. Alors ça fait plus de 2500 ans que la démocratie existe, plus ou moins représentée selon les périodes et les lieux, et que constatons-nous? Que l'humain nous a prouvé son incapacité à gérer sereinement la politique, en parsemant son histoire quotidienne de conflits et de guerres, de surexploitation, de colonisation, d'inégalité et de soumission. Je n'ai pas pu trouver une seule année de non-conflits territoriaux entre au moins 2 communautés sur les 2500 dernières années. Le tout à cause de la possession et ou de la gestion des ressources. Alors ne serait-ce pas temps de changer de paradigme? Il existe un nouveau concept, je dis concept parce que jusqu'à présent, aucune application directe de ce principe d'organisation sociale n'a été mise à l'épreuve. Il a pour nom la démocratie intégrée. La première fois que j'ai croisé l'association de ces deux mots, c'était dans une vidéo intitulée « Concevoir le futur », référence en bas, où sont présentés les travaux de Jacques Fresco, un autodidacte états-unien, ingénieur, architecte, designer, éducateur et futuriste, qui a passé plus de 75 ans à réfléchir sur la mise en place d'une civilisation qui pourrait se dégager du principe de la monnaie, en basant son économie sur les ressources reconnues comme patrimoine commun de l'ensemble des peuples mondiaux. Donc 75 ans de boulot parce que ce monsieur a actuellement pas loin de 97 ans. Donc cela fait maintenant 4 ans que je collecte des informations sur cette idée, que j'ai cru farfelue, soyons sincères, au départ, et qui, je dois bien l'admettre, est tout sauf inappropriée. Alors à ma connaissance, les 2 seules autres personnes qui ont fait référence à cette notion sont des historiens et professeurs d'histoire de Buenos Aires, qui se nomment Anna Barletta et Jorge Cernadas. Ils ont fait paraître un article intitulé « De la démocratie intégrée au terrorisme d'État, 1973-1976 ». Donc article qui traite de ces 4 années de bouleversements politiques et économiques importants pour l'Argentine. Il y est question de l'intégration du peuple dans les décisions financiero-économiques de leur pays. Donc, de mon propos, il s'agit plus de l'explication de l'échec d'une démocratie participative où l'on essaie de considérer la vie de chaque habitant du pays dans un contexte de terreur dictat. Donc, c'était vraiment très difficile, puisqu'en l'occurrence, c'était la politique de Perón, associée à la mainmise de cartels étrangers sur l'économie productive et financière, ou, pour reprendre 2 formules des auteurs, un développement volontariste est proposé de la part des réformateurs, mais qui se soldera par une domination sans hégémonie de l'économie mondialiste.
Donc ma conclusion après la lecture est que être volontaire et participatif est une digne résolution, mais faut-il encore en détenir les possibilités en termes de connaissances et d'application, mais surtout le pouvoir en termes économiques. Au sein d'une économie financière mondialisée, où les biens, besoins et services de chacun sont éparpillés aux quatre coins de la planète et appartiennent à une toute petite minorité dirigeante, mais surprotégée par son système, car détenant un arsenal répressif quasi illimité, le pari d'un renversement de système est insoutenable, sans imaginer qu'il occasionnerait un bain de sang capable d'éliminer les 8/10 de la population planétaire. Et le tout sans certitude de réussite, tant en termes de renversement de l'élite que de l'à-propos du nouveau système mis en place. Alors qu'est-ce que cette démocratie intégrée et pourquoi fonctionnerait-elle? 3 piliers tressés forment son axe premier. L'économie basée sur les ressources, les connaissances scientifiques et les aptitudes humaines. L'économie. Donc l'économie monétaire, celle dans laquelle nous vivons actuellement, basée sur des valeurs attribuées aux ressources et services, est née pour faciliter l'échange à confiance accordé, afin de répondre à la réalité d'une époque où sévissaient deux constats, la rareté, ainsi que l'amortissement du temps de travail, ajouté à celui de la fabrication et l'usure de l'outil. Depuis ce temps, les valeurs attribuées ne cessent de changer, mais nous avons conservé ce fonctionnement car ces normes continuaient d'être fonctionnelles. Par contre, nous avons démontré que la monnaie est le facteur de perversion principal grâce au pouvoir, au pluriel, qu'elle octroie. Pouvoir d'achat comme pouvoir hiérarchique. Perversion inévitable au sein d'une démocratie représentative et plus que prévisible à l'intérieur d'une démocratie participative. Alors qu'en est-il aujourd'hui? Pour ce qui est des quatre fondamentaux incontournables à notre survie, donc l'air, l'eau, les nutriments, les protections, les connaissances humaines additionnées au savoir scientifique permettent d'assurer la satisfaction des 3 premiers besoins à plus de 100%. Là-dessus, voir le rapport Ziegler de 2008, rapport qui est en ligne. Et on peut également assurer la protection à plus de 80%, puisque seuls quelques prédateurs sanitaires sont encore belliqueux. Pour le reste, ce paramètre dépend des ressources et non des connaissances, savoirs et aptitudes. Pour ce qui est des matériaux permettant les constructions d'infrastructures, les manufactures ou l'usinage, les biens, nous savons également que les ressources sont en quantité suffisante sur notre planète, même si quelques ajustements sont à fournir parce qu'on a rudement tiré quand même sur les ressources. Et des solutions de synthèse existent également. Pour ce qui est du secteur des services, nous savons que son fonctionnement premier ne dépend pas de l'économie. Donc l'abondance est de mise. De ce côté, la monnaie n'est non seulement plus une nécessité, mais elle est devenue un frein à la prospérité pour tous, c'est-à-dire au bien-avoir et bien-être de chacun. Les connaissances scientifiques, sciences dures et sciences molles, qu'elles soient technologiques ou fondamentales, ne dépendent pas de l'économie financière, mais des recherches, savoirs et aptitudes additionnés à l'accès aux ressources. Pour exemple, nous pouvons constater chaque jour que les avancées exponentielles, lorsque les pratiques, telles que l'open source par exemple, remplacent la recherche de profit ou la compétitivité par celle de l'émulation et des complémentarités créatrices de synergie. Sans compter notre capacité de résilience, celle qui consiste, pour nous en tant qu'espèce ou individu, à récupérer un fonctionnement ou un développement normal après avoir subi une perturbation. Alors pourquoi je parle de résilience? Parce que n'oublions pas que plus de 95% de l'existence de l'évolution d'Homo a permis de rester en vie grâce au partage. En gros, ça fait 10 000 ans qu'on est dans l'échange ou la monnaie, alors que ça fait tout près de 3 millions d'années que Homo rudolfensis est arrivé sur cette planète. Donc remis sur un an, ça ne fait que 36 heures que nous parlons d'argent, par rapport à une année où on a réussi à survivre. Pour ce qui concerne la force de travail et l'outil de travail, l'informatique, la robotique ainsi que la cybernétique peuvent actuellement remplacer la quasi-totalité des emplois salariés. Ce cheminement est d'ailleurs presque abouti puisque dans les 3 secteurs d'activité qui régissent l'ensemble du monde du travail salarié, en Occident, le secteur primaire emploie moins de 2% de la population active, le secteur secondaire moins de 20% de la population active, et le secteur tertiaire continue son action de remplacement du poste de travail humain par celui de la machine. À ce sujet, vous pouvez consulter la vidéo « Le poste de travail à venir pour qui ?». Par contre, au-delà de la pénibilité et de la corvéabilité du labeur quotidien, les aptitudes humaines permettent d'effectuer les choix décisifs de mise en place de solutions lorsque des constats fonctionnels, pragmatiques et rationnels sont énoncés. On peut également noter que la stratification hiérarchique étant occasionnée essentiellement par le rapport à l'argent, ne serait-ce que dans sa représentation à l'accès à un pouvoir d'achat supplémentaire,
Une EMBR, donc une économie mondiale basée sur les ressources, tendrait, à plus ou moins moyen terme, à faire disparaître cette classification stigmatisante. D'où l'intérêt, ou plus exactement l'indiscutable impératif, de la mise en œuvre d'une EMBR. Si nous désirons voir les ressources ne plus être sacrifiées sur l'autel de la finance, celui où la rareté crée le profit et où le besoin d'accaparation des réserves de ressources, naturelles, humaines, technologiques, nourrit la perpétuité des conflits armés. Par voie de conséquence de cette mise en œuvre, l'obligation du poste de travail tendrait à disparaître, tout comme la stratification par classe sociale. Resterait à chacun de pouvoir s'épanouir en s'investissant à l'intérieur d'activités choisies, au même titre que le rôle tenu aujourd'hui par le bénévolat. Alors qu'en est-il au niveau des connaissances? La science, tout comme son outil, la technologie, sont neutres. Comprenons en cela qu'il n'y a ni bien ni mal, ni danger ni sécurité dans une recherche fondamentale ou un objet manufacturé. Seule la pensée économique ou socio-culturelle qui animera et dirigera cette recherche ou cet objet lui fera acquérir une justesse. À l'image des recherches et des outils créés au niveau de l'atome, nous pouvons soit sauver des vies, soit en supprimer. La science en tant que corpus de connaissances, mais également comme principe de réflexion pour aborder et comprendre le monde, s'est constituée de façon progressive. Dès les premières époques proto-historiques, nous avons commencé à développer les spéculations intellectuelles visant à élucider les mystères de l'univers qui nous entourait, ainsi qu'à nous faciliter la vie, et pour ce faire, la technologie a été de pair avec la réflexion. À ce titre, le moindre silex taillé, c'est déjà de la technologie. L'humain est créatif, chercheur et artiste. L'humain est science et technologie. De plus, cette technologie est indéniablement porteuse de fiabilité et de précision. Il est avéré que la lame de silex est moins précise que la lame en fer, elle-même moins précise que le scalpel, lui-même moins précis que le laser. Si nous devons nous faire opérer, l'intervention d'un laser nous rassurera beaucoup plus que celle d'un silex, voire d'un couteau ou d'un scalpel. Alors aujourd'hui, un certain type de technologie est capable d'effectuer jusqu'à 27 fois 10 puissance 15 opérations à la seconde. Bon, ça, c'est le genre de chiffre, moi, je ne le comprends même pas, quoi. Donc, par contre, si nous essayons d'imaginer cette puissance de calcul au service de la surveillance et de la remise en état de l'état des ressources dans le monde, plutôt qu'à la gestion de l'économie de marché, quel bien vivre ensemble serait-il possible de réaliser? Il y a quand même une question pertinente qui doit venir en amont, c'est l'humain seul serait-il capable de réaliser une telle prouesse? Alors plus sobrement, un humain est-il capable de remplacer une IRM, un radar Doppler, une balance de pesée? Bien sûr que non. Pour tout cela, comme pour la quasi-totalité de nos décisions importantes, nous nous fions à la machine. Je préfère l'IRM que mon médecin, même si j'apprécie énormément mon médecin. Si j'ai une tumeur, je passe une IRM. Je me fous, entre guillemets, de l'avis de mon généraliste. Si on est en avion dans une mer de nuages, j'ai plus confiance au radar Doppler qui va mesurer l'altitude pour savoir si on commence à descendre ou pas, que de me fier au pilote, aussi compétent soit-il. Mer de nuages, c'est mer de nuages. Le pilote, il ne sait pas. De la même façon, même si mon boucher est quelqu'un de très bien, s'il me pèse les tranches de jambon en me disant « tu me dois », je vais lui dire « non, non, tu le mets sur la balance ». Voilà, donc ça, fiabilité, non remise en question, on le vit tous au quotidien. Par contre, l'homme est différent de la machine en ce sens où l'homme n'est pas que machine. Et là, on en arrive aux aptitudes humaines. Chercher à énumérer la liste des aptitudes humaines est quasiment impensable. Chaque individu, de par la richesse de son vécu, est une encyclopédie d'expériences, de réflexion, de déduction, de sensations, d'imagination, de création, de savoir. Aujourd'hui, aucune machine n'est encore arrivée à ce stade, et même dans un avenir assez proche, aucune machine ne pourra remplacer l'émotion liée au vivant, si tant est qu'elle le puisse un jour. Mais dans ce cas, on redéfinira peut-être même la notion de machine, parce que jusqu'à présent, c'est l'émotion qui fait le vivant. Émotion, affect, état d'âme, notions qui portent en elles des richesses de créativité, mais qui peuvent également se révéler dangereuses lors de décisions qui se doivent d'être rationnelles. La vie est ainsi faite qu'il y a des moments où l'idéalisme doit faire place au pragmatisme. Mais il nous est toujours très difficile de l'accepter. Si chacun de nous pouvait se dégager de la pression exercée pour subvenir à sa survie et à celle de ses proches,
donc par le biais d'une économie mondiale basée sur les ressources. Si de plus, il pouvait avoir accès à l'instruction qui lui ouvrirait les portes des connaissances scientifiques et technologiques, ainsi que celles des arts, que l'on additionnait tout cela à la somme de ses aptitudes, quel paradigme émergerait-il? Quelle évolution cognitive apparaîtrait? Nous pouvons déjà constater que les conflits sont plus souvent l'œuvre d'ambitions de pouvoir, qu'ils soient civils, militaires ou religieux, que celles de chercheurs ou d'artistes. Alors ces deux catégories ne sont pas dénuées d'envie, de reconnaissance, mais il est rare que leur appétit soit aussi prononcé que celui des politiciens ou des businessmen, même si les passerelles peuvent exister entre les catégories. Toutefois, pouvoir et reconnaissance ne sont pas des synonymes, et ça fait une sacrée différence. Donc reprenons notre exemple concret de l'étang-de-Thau et appliquons-le dans le cadre d'une démocratie intégrée. Donc la totalité des données disponibles concernant l'intégralité des domaines énumérés tout à l'heure et représentant la somme connue des facteurs opérant sur le bassin serait proposée à une analyse informatique. Il en résulterait un diagnostic sans appel, car porteur de la certitude qu'aucune corruption, aucun affect, aucune interprétation n'a pu fausser le résultat. De la même façon, suite à ce résultat, il serait facile de demander à la machine d'énumérer les différentes solutions envisageables pour réduire ou supprimer cette problématique. Resterait à demander à la totalité des citoyens concernés de valider ou de choisir parmi les solutions proposées et les conséquences exposées ce qui leur conviendrait le mieux. Si cette décision des choses vous paraît relever de la science-fiction, dites-vous que déjà aujourd'hui, sur analyse géologique, avant exploitation, correspond à ce cas de figure. La différence est juste que les facteurs qualificatifs entrés dans la machine correspondent à des choix de rentabilité financière et pas forcément à des choix écologiques ou sanitaires, et que la décision finale appartient à des particuliers, lobbyistes, et non à la population. De la même façon, la fiabilité d'un pont ne se calcule pas en fonction de nos goûts, mais de notions premières. Les lois de la physique, la résistance des matériaux, la réalité géologique du sol, mais rien n'empêche de demander aux habitants de proximité quel esthétisme extérieur ils désirent pour intégrer ce pont dans un environnement géographique. Donc si dans notre cas de figure, la crainte que des critères personnels soient programmés, puisqu'il faut bien des programmateurs pour faire les logiciels, il suffit d'instaurer une chaîne de méthodologie et que le programme ne soit pas l'œuvre d'un individu isolé, mais celui d'un groupe de professionnels œuvrant pour une soutenabilité planétaire. Le facteur corruption ne peut être considéré puisque nous sommes dans un fonctionnement démonétarisé. N'oublions pas, nous sommes dans une EBR. Donc à la différence d'une démocratie représentative, nous supprimons le risque que cette programmation soit détournée pour le profit d'un petit nombre. Et à la différence d'une démocratie participative, nous supprimons le risque de facteurs liés à l'affect personnel. Le temps de réactivité, l'instruction indispensable inhérente aux différents domaines, les interpénétrations et l'holisme, les guerres de clochers, les interventions de différents professionnels, contradicteurs et négociateurs, les conflits familiaux, les corruptions, les strates de pouvoir décisif. Voilà, là, on a réussi à tout péter. Par contre, nous gardons le principe démocratique dans le choix d'application des solutions proposées grâce au référendum ou au vote, une fois l'information délivrée. Ce principe peut s'appliquer autant au niveau d'une problématique locale que nationale ou internationale. Là, ensuite, seul le nombre de votants change. Mais il n'y a pas d'affect culturel, il y a une réalité pragmatique. Il est vrai qu'à ce stade, l'ingérence d'État, tout comme l'économie de marché, perdent leur droit institutionnel et décisif. Ils perdent même totalement leur utilité. C'est le choix de la salubrité planétaire contre le choix du monopole d'État et ou du profit financier. Réalisation tout à la fois pragmatique et démocratique, garantie grâce à la complémentarité entre études de faisabilité par la machine et choix des réalisations par l'humain. Deux notions intégrées pour aboutir à une décision. Donc comme dit plus haut, former, informer, instruire afin de pouvoir demander l'avis des 7 milliards d'habitants de notre monde est une gageure titanesque. Toute mesure qui n'engagerait pas la totalité des humains dans les exploitations à l'échelle mondiale serait un camouflet de démocratie participative. Autrement dit, à partir de quelle éthique décidons-nous que tel humain a le droit, par rapport à tel autre, d'avoir voix au chapitre sur une problématique mondiale? Qui décide de cette éthique? Qui décide d'un problème qui concerne telle ou telle échelle de grandeur? Qui décide? Qui détient les compétences et leur degré de validité? D'accord? Ça, c'est ce qu'on a énuméré tout à l'heure. Donc toutefois, avec l'appui de la cybernétique pour régler les problèmes de fond, nous comprenons que le temps de formation n'est plus un problème. On peut prendre notre temps. La machine calcule les causes et les effets, nous propose des résultats d'analyse et de solutions pragmatiques et reste à l'humain, à
à décider ce qu'il compte appliquer. C'est à ce moment que nos aptitudes et nos choix entrent en action et où le couplage de la puissance et de la fiabilité de la machine, combiné aux bases de la démocratie participative, devient démocratie intégrée. C'est la machine au service de l'homme, le but recherché depuis les débuts de l'évolution d'Homo, devenu enfin concrétisable. Le but de la science comme de la technologie n'est pas de remplacer l'humain, mais de construire l'environnement qui permet à l'homme de s'octroyer du temps pour décider de son avenir et non de le perdre ce temps à gérer les urgences de son présent, puisqu'aujourd'hui nous disposons d'un outil égalitaire, dépourvu de parti pris, détaché de tout intérêt personnel, sans passion ni sentiment influent, et dont le pragmatisme et le désintéressement le plus total sont évidents. Cet outil, c'est le logiciel. Lui seul a la capacité d'établir une parfaite égalité dans une démarche totalement impartiale, une étude menée grâce à la méthodologie scientifique. Soit nous sommes prêts à l'entendre, à l'accepter, à évoluer et à mettre en application ses résultats, ou soit nous continuons à régler nos problèmes par l'affect et donc à survivre à l'intérieur de révolutions non civilisées et hors cadre démocratique qui de toute façon ne peuvent aboutir qu'à des conflits, des guerres. Au sein d'une EMBR, la question n'est donc plus de choisir entre représentants démocratiques ou participation démocratique de tous, risque d'abus, d'excès, de tromperie au nom d'un profit financier ou du bien-être d'un État au détriment d'un autre, mais bien de trouver une sérénité d'esprit grâce au couplage judicieux du travail de la machine allié à la réflexion humaine. Le tout à tous les niveaux du décisif, qu'il soit local, continental ou mondial. Évidemment, cela ne signifie pas qu'un tel bouleversement se fasse aisément et rapidement. Mais il est, je pense, la seule solution sage face à la réalité de l'état des ressources et des éléments de notre unique planète. Ce n'est pas non plus une idée figée, une utopie, mais un état d'esprit, un parcours de réflexion qui s'ajustera au fur et à mesure de l'expérience, des besoins et de nos envies d'application. Mis à part pour quelques malades, sinon, qui que nous soyons, et quelle que soit la culture dont nous sommes issus, le but ultime de notre cheminement n'en reste pas moins de vouloir trouver la paix et le confort maximal. Dans un premier temps, ceux-ci ne peuvent survenir qu'à la condition que nous disposions d'une sérénité d'esprit quant aux 4 impératifs liés à notre survie. Et là, nous avons vu, seule une EMBR peut nous offrir les moyens d'y parvenir, tant dans la gestion des ressources renouvelables que dans celle des ressources non renouvelables. Dans un deuxième temps, la paix est histoire de compréhension et d'acceptation culturelle. Je ne dis pas que le MBR est la solution parfaite et absolue, mais quand tous les peuples du monde seront reconnus comme garants et gérants égalitaires du patrimoine mondial de cette EMBR, un grand pas vers une reconnaissance et le respect de l'autre sera effectué. De tout temps, la guerre a été histoire de conquête de ressources et de reconnaissance de statut social. À nous de décider si nous souhaitons changer cet état de fait. Si oui, je viens de démontrer que nous possédons l'outil. Son contenant se nomme le MBR, l'économie mondiale basée sur les ressources, et son contenu, la démocratie intégrée. De quelle autre alternative viable disposons-nous? Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Évidemment, il y a tout un tas de sources qui vont être disponibles en bas de cette vidéo. Et également, si vous le souhaitez, j'ai un addendum qui permet d'avoir un extrait sur la démocratie intégrée par Jacques Fresco. Je peux vous la faire parvenir, il suffit de m'écrire ou de me laisser un message sur ma page Facebook ou sur celle de l'association Papillon. J'ai également un extrait sur la démocratie représentative par Jean-Marc Jancovici, qui est quelqu'un qui s'y connaît en termes d'énergie et qui a des choses intéressantes à dire aussi sur la démocratie. De la même façon, si la démocratie participative vous intéresse, bien évidemment, il y a toutes les vidéos d'Étienne Chouard. C'est à vous de voir, c'est à vous de réfléchir. Prenez le temps, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas même à venir à ma rencontre si vous êtes dans la région. Merci beaucoup, à bientôt pour de nouvelles vidéos. En re-regardant, en revisionnant la totalité de l'enregistrement, ce matin, il y a une petite conclusion qui m'est venue et que je voudrais vous faire partager, qui est que, quel que soit notre avis sur un fonctionnement gouvernemental,
même qu'il soit démocratique ou pas, et quel que soit le type de démocratie que nous voudrions mettre en place, il y a une réalité à laquelle nous ne pouvons pas échapper, qui est une loi naturelle, qui est que cette planète est finie, fonctionne par synergie, et ne produit pas de déchets, elle ne produit que des nutriments. Et nous, notre fonctionnement, il est financier, il a besoin de la notion de gagnant-perdant, de profit, d'abus dans le sens où nous, par contre, nous créons des déchets. Et tant que nous serons dans cette logique-là, il sera impossible de fonctionner correctement avec cette planète. Et aujourd'hui, où nous sommes arrivés à un point où les pics d'énergie non renouvelable sont arrivés à leur descente, hein, où on est sur le plateau pour certaines et la descente pour d'autres, nous devons d'arrêter ce fonctionnement de gagnant-perdant, donc ce fonctionnement financier, au risque de disparaître. Parce qu'après, sinon, nous ne sommes plus adaptés. Donc c'est peut-être pas un hasard hein, si justement cette prise de conscience et surtout cette possibilité technologique nous est offerte aujourd'hui de pouvoir vivre au rythme de la nature en gardant notre confort. C'est-à-dire que nous savons créer l'abondance, nous ne sommes plus dans la rareté si nous le souhaitons, nous n'avons plus besoin du poste de travail, c'est-à-dire de la surexploitation à un moment donné des ressources et de la surexploitation aussi de l'humain. Donc il est grand temps de comprendre, d'intégrer cette notion, parce que si nous avons un système gagnant-perdant dans un système de partage et de synergie, ça ne va pas le faire, ça va pas pouvoir être raccord. Et forcément, c'est voué à l'échec. Voilà, je voulais rajouter cette petite notion. Je vous souhaite une bonne journée à tous.